La dernière fois que Gilles Cohen-Tanouti est venu nous proposer une conférence à l'Institut d'astrophysique de Paris, c'est il y a déjà presque 10 ans. C'était le 3 mars 2009. Ouais. Et il était venu nous parler d'une brève histoire, nous raconter une brève histoire de la matière. Voilà. Et c'était d'ailleurs, je me souviens très bien de cette conférence, une magnifique conférence. Donc c'est un double plaisir que de vous recevoir aujourd'hui encore avec nous. Je vais présenter brièvement donc, qui est Gilles Cohen-Tanouti, parce que là, nous sommes plus de 140 comme à l'Institut d'astrophysique de Paris, nous sommes beaucoup plus nombreux, donc il y a des gens qui ne connaissent pas. Gilles est physicien théoricien au CEA, particulièrement au département de physique théorique des particules élémentaires, et il a été enseignant, je ne sais pas si toujours enseignant, peut-être, oui, à Paris 11. Il a consacré une grande partie de ses activités à la recherche en physique et en particulier sur la physique quantique. Il a obtenu des prix, de nombreux prix. J'ai retenu le dernier, qui était le prix Jean Perrin de la Société française de physique, en grande partie pour ses travaux de recherche, mais aussi de diffusion des sciences et ses travaux sur l'épistémologie et la philosophie des sciences. Voilà, donc le titre de cette conférence, après tout, je pense qu'on aurait pu avoir une conférence de ce genre il y a à peu près 2000 ans, donnée par Aristote, qui se serait intitulée il n'y a pas beaucoup de distance, si j'ai bien compris, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, donc il aurait très bien pu avoir ce titre-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir où on en est, et si effectivement le mariage est possible. Donc merci Gilles, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'abord pour votre invitation à venir, encore une fois, présenter une conférence de l'IAP. J'ai un peu changé le titre par rapport à ce qui était dans l'annonce, parce que j'ai voulu marquer que je crois sincèrement que non seulement le mariage n'est pas impossible, mais que peut-être il est déjà un peu engagé. Voilà, j'ai un point de vue relativement optimiste que je voulais vous communiquer. Donc, ce que je vais essayer de présenter, c'est un peu les tendances toutes récentes qui m'amènent à dire que peut-être ce mariage n'est pas impossible. Donc, on a eu trois grandes avancées de la physique au XXe siècle. D'abord, la naissance d'une cosmologie scientifique, qui est marquée par la découverte essentielle de l'expansion de l'univers. On a ensuite la naissance de la physique des particules, c'est-à-dire de la structure microscopique de la matière, qui n'existait pas avant le XXe siècle. Même au début du XXe siècle, on n'était pas encore complètement convaincu de l'hypothèse atomique. Et puis le troisième point, c'est la convergence de ces deux disciplines qui se sont dotées toutes les deux de ce que l'on appelle un modèle standard, c'est-à-dire un ensemble de références conceptuelles et phénoménologiques. Donc ces deux disciplines se sont dotées chacune d'un modèle standard et elles essayent de converger pour l'élaboration de ce que l'on pourrait appeler une cosmogonie scientifique. Qu'est-ce que j'entends par cosmogonie scientifique? Je me réfère au fondateur de cette discipline, qui est le chanoine Georges Lemaître. Voici ce qu'il dit: l'objet d'une théorie cosmogonique est de rechercher des conditions initiales, idéalement simples, d'où a pu résulter, par le jeu des forces connues, le monde actuel dans toute sa complexité. J'aime beaucoup cette définition. Et là, j'ai une photo de Georges Lemaître, qui est la couverture d'un ouvrage qui a été fait par Dominique Lambert, qui est un mathématicien philosophe de l'université de Namur, et de Louvain, donc qui est vraiment concitoyen de Georges Lemaître. Et donc, maintenant, ce qui se passe pour la convergence de ces deux disciplines, c'est ce qu'on appelle la relation temps-énergie. En cosmologie, vous voyez, à cause de l'expansion de l'univers, si on remonte par la pensée, dans le passé, on va avoir un état de l'univers très concentré, de très haute température, donc de très haute énergie et de très haute densité.
jusqu'à éventuellement ce qu'on a appelé le Big Bang, c'est-à-dire tout l'univers se rassemblant en un point, donc une singularité. Et puis en physique des particules, on a les inégalités, parce que c'est une physique qui est essentiellement quantique, on a les inégalités de Heisenberg qui nous disent que l'infiniment petit et l'infiniment bref correspondent à l'infiniment grand en énergie. Et ce que l'on pourrait appeler la cosmogonie, c'est donc placer ces deux disciplines dans une dimension temporelle. Et c'est donc la cosmogonie, c'est une sorte d'histoire de l'univers ou de paléontologie de l'univers. Et donc elle correspond à une double quête, la quête de l'unité et la quête de l'origine, la quête des origines. La quête de l'unité parce qu'on constate que plus on monte en énergie, plus des interactions que l'on avait tendance à traiter différemment se rassemblent et puis s'unifient. Et donc on peut essayer de rechercher une éventuelle théorie unifiant toutes les interactions, y compris la gravitation. Alors, la gravitation universelle et la relativité générale. Alors, ce n'est pas ici que je vais entrer dans beaucoup de détails, puisqu'en principe, c'est quelque chose qui est parfaitement connu des astrophysiciens et des cosmologistes. Essentiellement, l'idée, c'est la covariance générale et le principe d'équivalence et une théorie géométrique de la gravitation. C'est ça la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc, un changement quelconque de référentiel peut être remplacé localement. J'insiste beaucoup sur l'idée que ce remplacement ne peut se faire que localement, c'est-à-dire dans une région infinitésimale de l'espace-temps. Le changement quelconque de référentiel peut être remplacé par un champ gravitationnel adéquat. Alors c'est dû au fait que la gravitation communiquée par la gravitation ne dépend pas de la masse ni de quoi que ce soit des caractéristiques des corps sur lesquels elle s'applique. Réciproquement, le champ gravitationnel peut être remplacé localement par un changement de référentiel adéquat. Et l'équation d'Einstein résume ceci, et on peut dire avec cette phrase que je tiens de Jean-Pierre Luminet, la matière dicte à l'espace-temps comment il doit se courber, et en réponse, l'espace-temps courbe dicte à la matière comment elle doit se mouvoir. Ça, c'est une théorie absolument magnifique au plan conceptuel. Et l'équation d'Einstein que j'ai résumée ici, que j'ai écrite ici, c'est la seule équation que j'écrirai au cours de la conférence, elle s'écrit ainsi. La quantité G mu nu, c'est l'équation, c'est l'inconnu de l'équation, c'est le champ de métrique de l'espace-temps. Les quantités R mu nu et R caractérisent la courbure de l'espace-temps, et la constante lambda est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Et puis, dans le membre de droite, vous avez le T mu nu, qui est le tenseur d'énergie-impulsion de la matière, et la constante kappa, qu'on appelle souvent la constante d'Einstein, c'est essentiellement la constante de Newton divisée par c au carré. C'est la constante de proportionnalité qui relie donc la courbure de l'espace-temps à la densité d'énergie de la matière. Alors, une petite remarque à propos de kappa. J'ai déjà la constante de Newton dans des unités ordinaires est très petite. Ça veut dire qu'en fait, la gravitation à l'échelle élémentaire est extrêmement faible. Elle n'est importante que quand vous avez des quantités énormes de matière qui sont impliquées. Mais la constante kappa est encore plus petite parce qu'elle est divisée par c au carré et que c dans les unités ordinaires est très grand, 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que la constante kappa, qui est caractéristique des effets de gravitation générale, est très très petite. Et Einstein était très conscient de ça, et il savait que les prédictions qui étaient liées à la relativité générale seraient très difficiles à observer. Et bien maintenant, il se trouve qu'on a des tas d'implications de la relativité générale qu'on arrive à développer. Et à mon avis, ceci est un des éléments
qui rend optimiste à propos du mariage possible de la relativité générale et des quanta. En effet, alors oui, j'aime beaucoup cette photo. C'est un ami qui était le responsable de la physique au Palais de la Découverte, qui est maintenant à la retraite. Et depuis qu'il était à la retraite, il avait fait un grand voyage en Bolivie, et puis dans un désert de sel en Bolivie, avec sa femme, ils sont tombés sur ça. C'est une locomotive sur laquelle est écrite l'équation d'Einstein. Moi, je trouve ça absolument... il m'a très gentiment donné cette photo, mais à chaque fois, je l'utilise dans mes conférences. Alors, ce qui se passe, un des problèmes de la difficulté de ce mariage a été noté tout de suite par Einstein. Dès qu'il a écrit son équation, je vous laisse lire le commentaire qu'il a fait à propos de cette équation. Le membre de gauche, celui qui contient la courbure de l'espace-temps, qui contient l'essentiel de l'équation, hein, et le membre de droite, c'est les données, hein, c'est les sources qui lui permettent, c'est les sources non dynamiques qui lui permettent après de résoudre l'équation. Donc ce membre de gauche, dit-il, c'est comme un immeuble qui est un bâtiment qui est construit avec du marbre le plus pur. C'est quelque chose d'extrêmement... Conceptuellement, c'est absolument magnifique. Alors que le membre de droite, eh bien, c'est du bois vil et ordinaire. Et donc, on a un déséquilibre entre... parce que le membre de droite, c'est là que, par exemple, il y aura la physique quantique. Parce qu'on pense que la matière est quantique. Et donc, on est obligé, là, dans cette équation, de mettre ce terme comme quelque chose de vraiment de... C'est vraiment la chose qui vient tout gâcher, quoi. Et donc, il a un peu ce problème. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cette conférence, c'est qu'en fait, dès le début du XXe siècle, on s'est bien rendu compte de cette difficulté. Et bon, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et puis après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à faire de la science, parce que toute la science européenne était balayée, mais on a reconstruit, on s'est relancé dans la recherche scientifique. Mais moi, je suis arrivé en physique au début des années 60, et à l'époque, on nous dissuadait de nous intéresser à la relativité générale, parce que ça n'avait aucune possibilité de tester, de trouver. Alors que le potentiel de découverte, le plus important, il concernait la physique quantique, l'exploration de l'atome, puis du noyau, puis des particules élémentaires, puis des quarks, etc. Et donc, on s'est concentré sur le bois, et on a essayé de le rendre un peu plus... qu'il soit à la hauteur du marbre pur du membre de gauche. Et on en arrive en ce moment où... Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je ne m'attarderai pas, mais vous le savez tous, que maintenant, une des prédictions de la relativité générale, qui était l'existence des ondes gravitationnelles, eh bien, s'est trouvée vérifiée. Et c'est une aventure absolument extraordinaire. Il a fallu mettre au point un détecteur capable de mesurer des variations de distance à 10 puissance moins 23 pour arriver à mettre en évidence ces effets. D'autre part, on sait qu'avec la relativité générale, la gravitation fait que le temps s'écoule de manière différente en fonction de l'altitude. Donc on avait eu dans les années 70-80, on a pu faire des tests de la relativité générale avec l'effet Mossbauer, et on avait une différence de mesure du temps qui était testable entre le rez-de-chaussée et le 5e étage d'un immeuble. Mais maintenant, avec la mesure du temps que l'on peut faire avec des atomes froids, eh bien, on peut tester une différence d'altitude de moins d'1 centimètre. Donc, vous voyez, on a vraiment des possibilités de tester la relativité générale d'une façon absolument... Et d'autre part, eh bien, la physique quantique, elle a fait des gros progrès. D'abord, ses applications sont absolument partout. Entre parenthèses, tous ces progrès de l'astronomie, de l'astrophysique observationnelle reposent essentiellement sur la mécanique quantique. C'est la mécanique quantique qui fournit les instruments, qui fournit les moyens de mesurer réellement, d'avoir tous ces résultats. Et d'autre part, il y a
me semble-t-il, et je crois que je ne suis pas le seul à le dire, des progrès dans la compréhension profonde de la signification de la physique quantique. Il y a des progrès sur le plan conceptuel pour la compréhension de la physique quantique qui fait que peut-être les deux physiques commencent à pouvoir être sur un pied d'égalité, ce qui est une condition nécessaire pour un beau mariage. Donc, alors, les débuts de la cosmologie moderne, je passe très rapidement. Eh bien, vous avez l'univers statique d'Einstein. Alors, pourquoi d'ailleurs Einstein s'est intéressé à la cosmologie? Il voulait absolument essayer de comprendre la portée de son principe d'équivalence, qui nous dit qu'il y a une égalité de nature, une égalité d'essence entre l'inertie et la gravitation. C'est-à-dire qu'il a envie de dire que si on prend une particule, un corps d'essai isolé du reste de l'univers, il ne devrait pas avoir d'inertie. Donc l'inertie, c'est la gravitation provoquée par le reste de l'univers. Donc il est obligé de s'intéresser à tout l'univers. Et s'il veut s'intéresser à tout l'univers, il va considérer un univers fini et statique. Alors son univers, c'est un univers elliptique, fini et sans bord, qui est analogue à la surface d'une sphère. Entre parenthèses, un univers fini et sans bord, ça permet de résoudre l'antinomie kantienne de l'espace. Et à cause du caractère additif de l'attraction gravitationnelle, il s'attend à ce que les effets gravitationnels de tout cet univers sur le corps d'essai, même pas tous ces effets, vont faire que l'univers, et comme la gravitation est attractive, elle va faire que normalement l'univers va finir par s'effondrer sur lui-même. Et d'ailleurs, ceci n'est pas seulement dans la relativité générale, c'est déjà pour Newton aussi. Et donc il a ce problème. Et alors, ce qu'il fait, c'est que pour empêcher ce sort de l'univers, il va ajouter dans son équation d'Einstein le terme de constante cosmologique. Vous savez, le troisième terme qu'il y avait. Alors ce terme, il l'avait vu. Il avait vu qu'il fallait, normalement, il devait être présent. Mais ça le gênait, il l'avait oublié. Et puis il s'en est souvenu quand il s'est intéressé à essayer de réconcilier, de retrouver. Alors ce principe de l'égalité des sens ou le principe d'équivalence, c'est ce qu'il appelle le principe de Mach. Donc il a rajouté ce terme de constante cosmologique, et si cette constante cosmologique a le bon signe, en fait elle est positive avec le choix de métrique, le choix de signe qu'il a, elle induit une sorte de force répulsive. Et cette force répulsive, eh bien, il va espérer que cette force répulsive va compenser, va empêcher l'univers de s'effondrer sur lui-même. Bien. Ceci dit, il n'était pas très content d'avoir rajouté ce terme parce qu'il l'avait oublié une première fois. Et puis ça risque de gâcher un petit peu la beauté des autres termes du membre de gauche. Alors il y a eu des grands débats, et ce débat, d'un point de vue de l'histoire des sciences, il est tout à fait passionnant, en particulier avec De Sitter, mais il y a eu aussi le débat avec Friedman, avec Lemaître. Eh bien, voici quelques éléments de ce débat. De Sitter, quand il a vu la solution d'Einstein, d'abord, il a critiqué cette solution parce qu'il lui a dit qu'il y a un univers statique en relativité générale, étant donné que la relativité générale, c'est dans l'espace-temps. Un univers fini, peut-être dans un certain repère, il est fini, mais dans un autre repère, il ne sera pas fini. Donc, il a critiqué. D'autre part, l'histoire d'un univers qui est statique, si on change de référentiel d'espace-temps, eh bien, il n'est plus statique. Donc, il a reproché à Einstein d'introduire un temps absolu, c'est-à-dire un temps qui ne soit pas conforme à la relativité générale. Donc ils ont eu un débat assez vif, et ce que De Sitter a fait, il a pris l'équation d'Einstein, il a enlevé le terme de matière, il l'a mis à zéro, il a simplement mis le terme de constante cosmologique. Alors là, il a une solution possible. Alors qui est un univers, c'est un espace-temps de Deniver qui est solution d'équation d'Einstein, mais qui a une constante cosmologique. C'est un univers elliptique, fini et sans bord, en expansion exponentielle. Bon, alors Einstein a évidemment critiqué
qu'il y ait un univers possible sans matière, ça lui paraissait absolument impossible. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que dès le début des années 20, hein, le débat de Einstein et de Sitter date des années 1916-1917, dès le début des années 20, d'abord, Friedman montre que, avec l'équation d'Einstein, l'univers est dynamique. Il peut être statique, mais il peut être aussi en expansion et il peut être aussi en contraction. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que Eddington a montré que la solution qu'avait choisie Einstein n'était pas stable. La compensation entre l'effet de la gravitation et l'effet de la constante cosmologique, c'était pas stable. Alors ça, pour Einstein, il a considéré que là, c'est quelque chose où il a fait une énorme erreur. Il a considéré d'ailleurs, à partir de là, il a retiré la constante cosmologique. Il a dit que c'était la plus grosse bourde de sa vie. Et alors, effectivement, alors ça a été confirmé, effectivement, par la découverte par Hubble, 2 ans après la prédiction théorique qu'en avait fait Lemaître, l'expansion de l'univers, c'est-à-dire la fuite des galaxies à des vitesses proportionnelles à leurs distances respectives. Et ceci a été mesuré grâce à l'effet Doppler, une fois qu'on connaissait les distances grâce au CFI. Et donc, après cette découverte, Einstein a définitivement abandonné la constante cosmologique, mais Lemaître a maintenu la constante cosmologique contre l'avis d'Einstein, parce qu'il en avait besoin, cette constante cosmologique, pour résoudre un problème. C'est qu'il semblait, d'après l'observation à l'époque, que l'âge de l'univers était inférieur à l'âge de la Terre. Donc une façon d'augmenter l'âge de l'univers, c'était de mettre un terme de constante cosmologique. Voilà. Alors, il est intéressant de voir les propriétés de l'univers de De Sitter. On va se mettre dans une situation où l'espace n'a que 2 dimensions. Et donc, l'espace, on va le représenter comme la surface d'une sphère. Et cette sphère a un rayon qui croît avec le temps, qui est en expansion. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une idée de ce qu'est l'univers de De Sitter. Et donc, dans ce modèle, il y a un horizon, qu'on appelle un horizon des événements. C'est cette ligne rouge que j'ai tracée. Vous voyez, si l'expansion de l'univers, le rayon croît exponentiellement avec le temps, il va arriver un moment où le rayon de ce cercle rouge va croître à la vitesse de la lumière. S'il croît à la vitesse de la lumière, des événements qui sont dans cette partie rose, la lumière qu'ils émettent ne peut pas arriver à l'observateur O. Donc pour l'observateur O, il est au centre de l'univers observable, et cet univers observable est limité. Et donc finalement, revenez à 3 dimensions au lieu de 2, et puis ça vous donne une idée de l'univers d'Einstein. C'est un univers statique, mais ce n'est pas tout l'univers, c'est l'univers observable. Et en effet, cet univers est statique parce que si l'expansion est exponentielle, ce rayon de l'horizon est constant. Donc ça nous donne l'idée d'un... Autrement dit, un espace de De Sitter pourrait être un modèle d'espace d'Einstein. Alors vous voyez, vous avez le rayon de l'univers observable, c'est la valeur du facteur d'échelle ou du rayon de la sphère, hein, lorsque la vitesse de ce rayon de la sphère est égale à c. Et alors, bon, le rayon de l'horizon des événements est constant dans le cas d'une expansion exponentielle de De Sitter. Bien. Alors, le modèle du Big Bang, qu'on appelle le premier modèle du Big Bang, on l'appelle maintenant le modèle du Big Bang chaud, c'est le modèle qui va tenir compte de l'expansion de l'univers et qui va rendre compte des premières observations, le début de la cosmologie moderne. Donc, on a
mathématiquement, ce modèle du Big Bang chaud repose sur 3 équations. Je ne vais pas les écrire, mais je vous les décris brièvement. Vous avez l'équation relativiste de la gravitation, qui est une solution de l'équation d'Einstein pour un certain type d'espace-temps. Si par exemple on considère qu'il y a le principe cosmologique, c'est-à-dire que l'univers est isotrope et homogène, la solution qu'on va prendre, c'est un espace-temps qui est homogène et isotrope. La solution la plus simple, c'est que c'est un univers comme celui de la relativité restreinte, qu'on appelle un univers de Minkowski, un espace-temps de Minkowski, que multiplie un facteur dépendant du temps. Et dans la dépendance du temps, elle est contenue dans... elle est reliée au rayon de la sphère, si vous voulez. Alors, cette équation relativiste de la gravitation, elle dépend de paramètres, elle dépend d'un indice K qui vaut moins 1, plus 1 ou 0, suivant que la courbure spatiale est négative, positive ou nulle. Et puis, elle dépend donc du facteur d'expansion de l'univers, le A de t. Alors, deuxième équation, c'est l'équation de conservation de l'énergie mécanique qui relie la densité à la pression P du contenu matériel de l'univers, qui est modélisée comme un fluide parfait. Alors ça, c'est une idée assez importante. Vous voyez, dans la théorie de la gravitation universelle, qu'elle soit celle d'Einstein ou même de Newton, la matière est tout le temps en apesanteur. Notre planète tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, les galaxies se meuvent librement. Et donc, si on veut modéliser le contenu matériel de l'univers, il nous faut un fluide parfait. Il nous faut un fluide qui n'a pas d'entropie. Il n'y a pas de, vous voyez, hein, tous les mouvements dans la théorie de la gravitation universelle sont des mouvements libres. D'ailleurs, dans la station orbitale, on est en apesanteur. D'accord ? Et alors, vous avez d'autre part une dernière équation qui est l'équation d'état de la matière qui exprime cette densité et cette pression comme fonction de la température. Donc, en fait, la dynamique, la cosmogonie, qui est une dynamique dépendant du temps, hein, c'est une dynamique de l'univers, la cosmogonie est en fait une thermodynamique. Ça dépend du temps. Ça dépend de la température. En fait, vous verrez un petit peu plus tard, tout à l'heure, que cette température, elle est extrêmement importante. Elle peut nous permettre de définir un temps cosmologique. Non pas, je ne dis pas un temps cosmique, mais un temps cosmologique. Je m'expliquerai tout à l'heure à ce propos. Alors, ces deux dernières équations permettent de distinguer deux phases dans l'expansion de l'univers. Une phase où c'est la radiation qui domine, suivie d'une phase où c'est la matière qui domine. Alors, ce modèle chaud du Big Bang a remporté un certain nombre de succès. Il a d'abord permis de comprendre la récession des galaxies lointaines, la fuite des galaxies, donc il rend bien compte de l'expansion de l'univers. Il a été construit pour, donc ce n'est pas tellement étonnant. Il rend compte de l'abondance relative des éléments légers qui sont issus de la nucléosynthèse primordiale. Alors il y a un article qu'on appelle l'article alpha-bêta-gamma. En fait, il a été fait par Alpher, Bethe et Gamow. Je crois qu'on a rajouté le Gamow pour que ça fasse bien alpha-bêta-gamma. Et donc, cet article est un des articles fondateurs de la cosmologie moderne. Et alors aussi, il rend compte de l'existence d'un rayonnement diffus de fond cosmologique qui s'est passé et qui est à environ 3 degrés Kelvin, sur lequel je reviendrai plus loin, mais c'est un rayonnement qui a été découvert tout à fait par hasard en 1965 par Penzias et Wilson,
qui leur a valu d'ailleurs le prix Nobel, parce qu'on leur a fait remarquer, ils ne savaient pas ce que c'était, mais on leur a fait remarquer que c'était une prédiction de la cosmologie. C'est Gamow qui leur a fait remarquer. Alors, comme on a un univers en expansion, on n'a pas besoin de constante cosmologique. Donc on oublie la constante cosmologique. Elle est mise à zéro. Et puis en plus, comme Einstein avait dit que c'était sa plus grosse bêtise, les gens dans leur ensemble ont dit on arrête avec la constante cosmologique. Et alors, ce modèle s'est finalement imposé comme un vrai modèle standard parce qu'il a permis d'éliminer tous les modèles alternatifs, l'univers stationnaire, la création continue de matière, la fatigue de la lumière, toutes ces hypothèses un peu farfelues ont été abandonnées. Alors, le rayonnement de fond cosmologique, c'est très important parce que c'est un flash de lumière qui a été émis 370 000 ans environ après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu transparent à sa lumière. Parce qu'auparavant, on avait un plasma de noyaux et d'électrons, et qui fait que la lumière ne sortait pas. Et donc, l'univers est devenu transparent. Et donc, il a produit de la lumière. En fait, il y a eu ce qu'on appelait la dernière recombinaison, et donc ça a émis une lumière. Et cette lumière, elle obéit, ce rayonnement, il obéit avec une précision époustouflante à la loi de Planck sur le rayonnement du corps noir. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que le satellite que vous connaissez tous ici s'appelle Planck, qui a permis d'ailleurs maintenant d'établir une carte d'une très très grande précision, une carte thermique, hein, de voir la température de ce rayonnement. Alors, donc, il avait été découvert par ça. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'analysé en grand détail, il fournit une mine d'informations sur le contenu en énergie de l'univers et sur la formation des galaxies et des amas de galaxies, en particulier des grandes structures de la distribution des galaxies dans l'univers. Alors là, cette carte, vous la connaissez bien, hein, c'est celle qu'a produit le satellite Planck. J'ai omis de montrer les deux qui ont précédé, celle de Kobe et puis celle de WMAP. Alors celle de Kobe, les tâches sont beaucoup plus grandes. Celle de WMAP était un peu meilleure, mais celles de Planck sont effectivement extraordinaires. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on observe que ce rayonnement a une homogénéité extraordinaire. Il est le même tout au long, dans tout le ciel, à tous azimuts, à quelques petites variations près qui sont de l'ordre de 10-5. Alors ça a créé un gros problème, en particulier pour le modèle du Big Bang. Pourquoi? Alors d'abord, je montre la figure qui rassemble en gros tous les acquis de ce nouveau modèle standard de la cosmologie. Vous avez plusieurs méthodes de détermination qui sont portées sur ce diagramme, où on va écrire la densité relative, ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques des différentes quantités de la matière en fonction du paramètre cosmologique lié à la constante cosmologique, lambda. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les différentes méthodes, soit par le rayonnement de fond diffus cosmologique, soit par l'observation des galaxies, des supernovae de type 1A, soit par ce qu'on appelle les oscillations baryoniques acoustiques, convergent toutes dans cette petite région qui est exactement sur la ligne en pointillé, qui est une ligne théorique. Cette ligne théorique, elle nous dit qu'il semble bien que l'univers, la courbure spatiale de l'univers est nulle. Le fameux indice K est égal à 0. Et pour que la courbure spatiale soit nulle, il faut qu'il y ait cette règle de somme, que toutes ces quantités doivent se sommer à 1. Et alors, ce qui se passe, c'est que la densité de matière, ça n'est pas seulement la matière que l'on voit. Il faut qu'on rajoute à la matière une quantité qu'on appelle la matière sombre, ou
dark matter. On a souvent traduit ça en matière noire, mais dark c'est sombre, c'est pas noir. La matière sombre, quand on la rajoute avec la matière, eh bien, elle est telle que matière visible plus matière sombre, plus contribution de la constante cosmologique, ça se somme à 1. Donc à la somme totale. D'accord. Donc ça, c'est une évidence que là, on tient un véritable modèle standard avec une concordance. D'ailleurs, ce modèle standard, on l'appelle souvent le modèle de la concordance. C'est-à-dire qu'on a mis en concordance toutes les méthodes d'observation. Bon, je passe vite sur ça. Voilà. La concordance des différentes méthodes valide le nouveau modèle standard de la cosmologie. Alors, il y a eu, avec ce modèle, une nouveauté très importante qu'on appelle l'inflation, qui a permis c'est le nouveau paradigme de la cosmologie contemporaine. Le défaut du modèle du Big Bang, le défaut du modèle du Big Bang chaud, c'est le Big Bang lui-même, le Big Bang en tant que singularité. En effet, juste après la singularité du Big Bang, l'expansion de l'univers se fait à une vitesse infinie. C'est-à-dire que l'univers croît tellement vite que le contenu de l'univers qui est produit par cette explosion, les différentes parties de ce contenu ne peuvent pas avoir un lien causal entre elles. Comme le dit Veneziano, l'univers était trop grand pour son âge au moment du Big Bang. Le jeune univers, il était beaucoup trop grand pour son âge. Mais selon donc le scénario du Big Bang, la platitude spatiale, le fait que le K s'annule, ce n'est qu'une possibilité parmi une infinité d'autres possibilités. Et donc, il faudrait, d'après le modèle du Big Bang et d'après ce scénario, il faudrait un ajustement extrêmement fin pour assurer la platitude spatiale. Donc ces deux défauts, ils peuvent paraître un peu théoriques, mais ils sont rédhibitoires pour le modèle du Big Bang. Eh bien, il se trouve que le scénario de l'inflation permet de résoudre ces deux problèmes. Alors, les deux problèmes, je les montre ici, ce truc de l'univers qui est trop grand pour son âge. Cette figure, je la dois à Gabriele Veneziano. C'est lui qui utilise cette expression de l'univers qui était trop grand pour son âge. Vous voyez, en bleu, vous avez cette espèce d'expansion. Vous avez une vitesse d'expansion, vous avez l'espace en fonction du temps, qui a une dérivée infinie ici. C'est-à-dire que l'univers croît très vite, et la petite ellipse rouge qui vous dit la taille de l'univers pour avoir un contact causal est plus petite que la taille de l'univers. Donc ce qui est dans cette partie bleue ici n'est pas ici et ici, ça n'est pas en relation causale. Donc avec ça, on voit bien qu'est-ce qui se passe avec un univers qui est trop grand pour son âge. Alors l'inflation. Eh bien l'inflation, c'est, maintenant on en est convaincu, c'est quelque chose qui est lié à la gravitation quantique. Le modèle cosmologique du Big Bang esquive la difficulté du Big Bang comme singularité en invoquant un mur, c'est le mur de Planck, on dit, tout ce qui est là, on ne peut rien en dire, donc on rejette. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec de la cosmologie. Et donc, ce mur de Planck, c'est des échelles de longueur, de temps et d'énergie qui sont obtenues par combinaison des trois constantes universelles H, C et G. Alors, vous avez la longueur de Planck, 10-33 cm, le temps de Planck, 10-43 secondes, et l'énergie de Planck qui vaut 10 puissance 19 GeV. 10 puissance 19 GeV, ce n'est pas très grand comme énergie, hein, c'est l'énergie d'un moucheron. Mais 10 puissance 19 GeV par particule, ça c'est énorme.
Et donc le Big Bang est alors considéré comme le mur de Planck, la longueur en deçà de laquelle, ou l'énergie au-delà de laquelle, la théorie de la relativité non quantique est en défaut. Alors, le scénario de l'inflation consiste à remplacer l'échelle de Planck, à l'échelle de Planck, le Big Bang par un espace-temps de De Sitter. C'est un espace-temps de De Sitter, donc on met une constante cosmologique. Vous voyez? Mais c'est une constante cosmologique énorme. On met une constante cosmologique et on a un espace de De Sitter, un espace-temps de De Sitter, qui peut avoir débuté quelque part dans le passé lointain, ça pourrait être le temps t égale moins l'infini, hein, quelque part dans le passé lointain, et qui serait suivi, alors cette inflation s'arrêterait, et elle serait suivie par une phase d'expansion à la Friedmann-Lemaitre, c'est-à-dire une phase d'expansion comme le modèle chaud du Big Bang. Alors, ce scénario a été inventé à la fin du XXe siècle, mais il était considéré comme très spéculatif. Il n'y avait aucune façon de le supporter, de le soutenir. Mais ce qui s'est passé, alors, pendant la phase d'inflation, le jeune univers, ça résout le problème. Pourquoi? Parce que le jeune univers n'est plus trop grand pour son âge. Il reste petit très longtemps. Vous savez, quand vous avez une exponentielle, la partie négative, ça fait 0, 0, 0, 0. Il faut, avant que ça tourne et puis avant que ça croisse. Donc il reste très petit pendant très longtemps. Et donc toutes les régions du rayonnement de fond diffus cosmologique, après cette inflation, eh bien, elles peuvent avoir été en contact causal dans le passé. Et ça, c'est un sacré changement. C'est un sacré changement. Et vous verrez les conséquences de ce changement un petit peu plus tard. Donc, avec ce scénario de l'inflation, l'homogénéité observée aujourd'hui est expliquée. Et de même, l'inflation, dans l'univers non plus primordial, mais dans l'univers actuel, et en particulier dans l'univers futur, eh bien, l'inflation aplatit l'espace. Vous voyez, la sphère rouge là, que j'ai dessinée tout à l'heure, si le rayon devient immense, eh bien, c'est comme si c'était un plan. Donc, l'inflation aplatit l'espace. Donc, ça résout le problème de la platitude. Alors voilà, le nouveau scénario que l'on a maintenant, le diagramme de tout à l'heure est remplacé. Vous voyez que maintenant, à l'intérieur, vous avez le bleu est contenu dans le rouge. Donc, tout ce qui ensuite va devenir l'univers observable est causalement relié. Donc, dans la nouvelle cosmologie, vous voyez, l'univers ne naît pas du néant. L'univers naît peut-être du vide quantique, du vide, de l'espace vide, mais toutes les parties de l'univers observable sont causalement reliées. Et alors, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est que cette relation, cette liaison entre toutes les parties de l'univers, c'est quelque chose que l'on comprend bien de manière quantique. On utilise pour ceci le terme d'intrication. Le contenu initial de l'univers est universellement intriqué. Alors ça a des conséquences conceptuelles qui peuvent être énormes. Et à mon avis, c'est ça peut-être la clé de la réconciliation et du mariage possible entre la relativité générale et les quanta. Alors voilà, le changement, il peut paraître minime. Dans ce graphe où je dessine le A de t en fonction de t, vous voyez, cette courbe ici, A, j'appuie jamais sur le bon bouton, voilà, cette courbe-là, ça c'est le modèle du Big Bang chaud, sans inflation. Alors sans inflation, mais avec inflation, eh bien vous voyez, l'univers ne va pas arriver à A égale à 0. Il ne viendra à A égale à 0 qu'au temps t égale moins l'infini.
Et puis, cette partie aussi, ici, c'est le modèle du Big Bang sans constante cosmologique. Mais la constante cosmologique, qui se passe aussi petite soit-elle, comme c'est une exponentielle, elle donne une inflation exponentielle, dans le futur, elle va finir par dominer. Et donc, vous allez avoir une nouvelle phase d'inflation. Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'avec ce diagramme, on ne voit rien du tout, parce que ceci, c'est infinitésimal. Et donc, ces axes ne sont pas bons pour représenter. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça nous ramène au problème du temps. C'est très difficile de définir un temps cosmique. Pourquoi? C'est que le temps en relativité générale, il n'y a pas de temps global. Le seul temps qu'on peut définir, c'est localement. On peut définir un temps qui est covariant, qui est invariant, qui est le temps pour un observateur en chute libre, ou comme on dit, en co-mouvement avec le reste de l'univers. Mais ça, c'est local. Mais comment unir tous ces temps? Bon, alors ça c'est un problème, mais on va y revenir. Mais cela étant, donc pour voir un peu le problème du temps, il peut être utile d'éliminer le temps. Si vous avez deux quantités qui dépendent du temps, vous en portez une en fonction de l'autre et vous avez éliminé le temps. Et donc, au lieu de porter A de t en fonction de t, on va porter le rayon de Hubble, ou le rayon de l'univers observable, en fonction du rayon de la sphère, en fonction du A de t. Et ça nous donne une représentation de l'univers qui est extrêmement intéressante, que j'aime beaucoup personnellement. C'est la chose suivante. Donc, vous allez porter le rayon de l'univers observable en fonction du facteur d'échelle qu'on porte à 1 pour aujourd'hui. Et alors là-dessus, on voit très bien les trois phases de la cosmologie lambda CDM. Vous avez une première phase d'inflation, vous voyez, où le rayon de Hubble est constant en fonction du temps, en fonction du facteur d'échelle aussi. D'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que le long de cette ligne épaisse, eh bien, vous avez le temps, en fait. Le temps est un paramètre qui permet de se balader sur cette ligne. Donc, vous avez donc une première phase d'inflation, c'est l'inflation primordiale. C'est donc la physique qui est au-delà des modèles standards. On suppose qu'elle existe, mais on est obligé de la mettre dans la théorie. C'est un modèle. Hein. Vous avez une deuxième phase d'inflation qui arrive, qui est l'inflation tardive, qui est due à la constante cosmologique. Et puis vous avez une phase d'expansion qui obéit à la loi de Friedman, c'est-à-dire essentiellement comme celle du Big Bang. C'est-à-dire que le Big Bang singularité, a été remplacé par ce point B, qui est c'est la mise à feu du Big Bang. Parce que dans l'inflation se fait à très basse température. On peut dire qu'elle se fait à température nulle. Quand l'inflation cesse, il se passe un phénomène de décohérence, et ce phénomène de décohérence, c'est un phénomène dissipatif qui produit toute l'entropie de l'univers. Et donc qui va libérer tout le contenu matériel de l'univers. Tout le contenu matériel de l'univers, vous l'avez déjà au point B. C'est comme le Big Bang. Au Big Bang, vous aviez tout, mais ce n'est pas d'un point. C'est d'une région qui est petite, mais qui n'est pas nulle. Et alors, vous avez ensuite cette expansion. Ici, c'est dominé par la radiation, c'est-à-dire que le rayon de Hubble est proportionnel au carré du rayon de la sphère ou du facteur d'échelle. Et ensuite, dans la phase de domination par la matière, ce rayon est proportionnel à A à la puissance 1,5. Et puis alors après, la constante cosmologique qui est très petite, mais c'est elle qui va dominer. Et vous avez ceci. Alors, ce qui est très intéressant dans ce diagramme, c'est que finalement,
vous avez cette chose, ces lignes en pointillés que j'ai montrées. Vous avez toutes les fluctuations qui se passent dans l'inflation, elles ont des longueurs d'onde, et ces longueurs d'onde, ces fluctuations, elles vont filer dans l'espace-temps, et ce qui va se passer, toutes les longueurs d'onde qui sont comprises entre ce lambda et ce lambda, elles entrent dans l'horizon et elles en ressortiront dans le futur. Tout ça, c'est le futur. Et donc, maintenant, ces fluctuations contiennent l'information cosmique ou l'information cosmologique. Cette information, elle est finie. Vous pouvez faire calculer ça comme une intégrale entre A et B, et vous allez trouver une quantité qui est finie. Et cette quantité qui est finie est proportionnelle à l'inverse de la constante cosmologique. Et ça vaut quelque chose comme 10 puissance 120 à 121. C'est-à-dire que la constante cosmologique, vous pouvez la considérer comme, quand vous la divisez par G, vous la considérez comme une densité d'énergie. Eh bien, cette densité d'énergie, elle vaut 10 puissance moins 120 fois la densité d'énergie de Planck. C'est-à-dire que si vous mettez une masse de Planck dans un volume de Planck, vous avez la densité de Planck. Alors on va dire, ah, c'est catastrophique, la densité d'énergie de l'univers est très petite devant la constante de Planck, la densité de Planck. Mais la densité de Planck, ça n'a rien de naturel. Parce que c'est une densité absolument invraisemblable. En fait, cette densité très, très petite, c'est l'ordre de grandeur de la densité moyenne de matière dans l'univers. La densité moyenne dans l'univers, c'est quelques protons ou neutrons par mètre cube, c'est tout petit. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, donc, ce modèle lambda CDN résout les problèmes de la cosmologie du modèle du Big Bang. Ça valide le scénario de l'inflation qu'on ne croyait que complètement spéculatif, ça le valide complètement, et donc on dispose maintenant d'un véritable modèle standard de la cosmologie. Alors, je continue maintenant. Alors là, ce graphe, c'est un diagramme qui a été fait par deux cosmologistes indiens, le père et la fille, Tanu et Hamza Padmanabhan. Où ils ont, vous voyez, c'est le même diagramme que tout à l'heure, sauf qu'ils ont inversé les axes. Mais ce qu'ils ont voulu montrer, c'est ce qui se passe sur le flot d'informations cosmiques. Et c'est cette bande bleue. Et ce que ça nous dit, tout ce qui est à gauche de cette ligne n'est pas visible, et tout ce qui est à droite n'est pas non plus visible. Et donc tout ceci, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça correspond à la finitude de l'information. Alors les grandes structures de l'univers, eh bien, elles sont très bien expliquées par ça. En effet, la cosmologie de la concordance débouche sur une explication possible de la seconde grande découverte cosmologique du XXe siècle. Ce qu'on a découvert, c'est, après celle de l'expansion de l'univers, c'est celle des grandes structures dans la distribution des galaxies. Et cette découverte, elle est liée aux inhomogénéités dans la carte du rayonnement diffus de fond cosmologique. Parce que ces inhomogénéités ne peuvent pas être expliquées autrement que comme des inhomogénéités du champ gravitationnel survenu dans l'univers triprimordial et amplifié par l'inflation. Autrement dit, on a avec ce modèle cosmologique quelque chose qui est un regard d'une fenêtre ouverte sur la formation des grandes structures de l'univers. Et donc on peut utiliser la distribution des inhomogénéités et les paramètres du modèle lambda CDN comme condition initiale dans des simulations numériques pour cette fameuse cosmogonie scientifique. Alors évidemment, c'est des simulations, pour des simulations numériques pour reproduire la distribution des galaxies et des amas de galaxies à comparer à la distribution observée. Et la ressemblance est vraiment
Et alors, l'autre caractéristique qu'on a, c'est le retour de la constante cosmologique. Vous voyez, on l'avait éliminée, elle est revenue. Alors, c'est assez extraordinaire parce que dans le futur lointain, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la constante cosmologique n'est pas nulle, c'est sa contribution qui va devenir dominante. Aujourd'hui, la densité d'énergie sombre, hein, qui est associée à la constante cosmologique, c'est déjà 70% du contenu total de l'univers. Et cette densité, c'est bien une densité d'énergie du vide. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que le terme de constante cosmologique dans l'équation d'Einstein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était lambda que multiplie g mu nu, où g mu nu, c'est la constante, c'est le tenseur métrique du vide. Donc, ce lambda g mu nu, on va le faire passer dans le membre de droite. Et on va dire, ah bien, c'est quelque chose de phénoménologique qui va nous dire la densité d'énergie qu'on associe au vide, qu'il faut rajouter pour satisfaire l'équation de la platitude, c'est-à-dire finalement pour satisfaire l'équation d'Einstein, pour satisfaire l'égalité des sens de l'inertie et de la gravitation. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on se ramène à un nouveau problème, c'est d'essayer de comprendre le vide. Mais comprendre le vide, il y a une discipline qui peut nous dire quelque chose à propos du vide. C'est la physique quantique. Car le vide quantique, ça n'est pas le néant. Et c'est bien ce que je vais essayer de faire maintenant pour terminer cette conférence. C'est que Pascal et la théorie des quanta nous disent que le vide dont il s'agit n'est pas le néant. Alors, pourquoi? Le satellite Planck nous le dit. Les résultats de Planck nous le disent. Voyez ce qui se passe. Ils ont fait quelque chose que je trouve absolument magnifique. C'est partant de la distribution initiale du rayonnement de fond cosmologique. Ils veulent essayer de voir ce qu'on observe maintenant. Cette lumière, pour qu'elle nous observe, elle va se balader dans l'univers. On va enlever. D'abord, on enlève tout ce qui est les avant-fonds, donc on enlève toute la matière visible. Bien, on s'aperçoit qu'il reste quelque chose. C'est-à-dire que cette lumière va être défléchie par le potentiel gravitationnel provoqué par la matière visible, mais aussi une quantité qu'il faut rajouter pour arriver à faire marcher les choses. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont réussi à défaire ça. Vous voyez, la lumière qui vient du rayonnement de fond diffus cosmologique est brouillée par ce passage. Mais elle est brouillée d'une façon qui est calculable si on connaissait le potentiel gravitationnel. Donc, ils ont fait des calculs en mettant le potentiel gravitationnel comme une inconnue pour défaire l'effet du potentiel gravitationnel. Ils ont réussi à faire ça et ils ont produit ainsi une carte, finalement une carte de l'univers sombre. C'est matière sombre plus énergie sombre. C'est la carte de l'univers sombre qui permet, quand on l'enlève, de retrouver la vraie distribution à l'origine du rayonnement de fond diffus cosmologique. Donc, en défaisant ceci, ils ont réussi à rétablir la distribution d'origine du fond cosmologique, du rayonnement de fond cosmologique, mais aussi ce qui s'interpose, cette matière sombre. Alors cette matière sombre, dans le débat d'Einstein et de Sitter de 1916 et 1917, ils se sont convaincus que la relativité générale était impensable sans cet univers sombre. Einstein a appelé ça, en 1921, dans une conférence qu'il a faite à l'université de Leyde, un éther. C'est l'éther de la relativité générale, qui n'a rien à voir avec l'éther de la relativité restreinte que les attardés ont voulu absolument rétablir. Mais il est donc arrivé à la conclusion de son adresse de Leyde, il dit
la relativité générale est impensable sans éther. Eh bien, cet éther, le modèle lambda CDM l'a mis en évidence. Et c'est grâce à cet éther qu'on a le principe d'équivalence de l'inertie et de la gravitation. Alors ça, c'est assez formidable. Pourquoi? Pour ce qui concerne mon propos, c'est-à-dire du mariage de la relativité générale et de la physique quantique, c'est que la physique quantique, elle dit des choses sur le vide. Et en 2012, elle a montré que c'est grâce au vide que la masse est venue à la matière, avec le mécanisme de Brute, Engler et Higgs. Elle est arrivée là, mais cette masse est arrivée à la matière en deux temps. Il y a eu le mécanisme de Brute, Engler et Higgs, et puis plus tardivement, lorsqu'on est arrivé à la formation de la matière que l'on voit, la matière baryonique, il a fallu, c'est grâce au vide que les masses sont arrivées, que la masse des baryons est arrivée. Et donc, personnellement, je suis profondément convaincu que la matière sombre, elle est explicable par le vide quantique de la chromodynamique quantique. Alors, j'essaye, je travaille là-dessus. J'ai un papier qui en est à sa 6e version, que je n'ai pas réussi encore à faire publier, parce qu'il me manque encore des éléments, mais je suis à peu près convaincu que je suis sur la bonne voie. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. Alors, je vais terminer. Voilà alors cette citation de Pascal, moi je la trouve absolument magnifique. Il explique que finalement, l'espace vide de matière, ça n'est pas le néant. Et il nous explique que ça tient le milieu entre le néant et la matière. Et il rajoute qu'il avait une controverse avec ce révérend Père Noël, directeur de la Société de Jésus, parce que Pascal était en opposition avec les jésuites. Hein. Dans son débat, il lui explique que il n'y a que le néant qui est unique. L'espace vide qui est entre le néant et la matière, il peut avoir une diversité. Et en fait, c'est ce qu'il dit, vous voyez, c'est pourquoi la maxime d'Aristote dont vous parlez, que les non-êtres ne sont point différents, s'entend du véritable néant et non pas de l'espace vide. Je trouve ça vraiment, vraiment admirable. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'élément central de la physique, pour la physique des particules et des interactions fondamentales autres que gravitationnelles, c'est la notion de champ quantique. Alors, j'ai pris ce tableau, cette figure du livre de Carlo Rovelli, que je vous recommande, hein, il est très très bien, vous pouvez l'avoir en mode par Internet. Hein. Le Carlo Rovelli, Reality is not what it seems, et dans laquelle il montre l'évolution vers le concept central de ce qu'il pense être l'élément de la gravitation quantique, celle où on aura réussi le mariage. C'est ce qu'il appelle les covariant quantum fields, c'est donc des champs quantiques covariants. Alors, voyez comment on y arrive. Vous avez, au départ du temps de Newton, vous avez l'espace, le temps et les particules. Et puis avec Faraday et Maxwell, vous avez l'espace et le temps, et l'espace et le temps, mais par contre, vous rassemblez champs et particules, et vous faites apparaître des particules, mais vous faites apparaître le concept de champ. Et puis avec Einstein en 1905, vous avez l'espace-temps. Et puis plus tard, avec Einstein en 1915, vous rassemblez l'espace-temps et le champ, et vous avez les champs covariants. Et puis, avec la mécanique quantique, vous rapprochez les champs et les particules, et vous avez le champ quantique. Et puis, dans la gravité quantique, vous allez rapprocher l'espace-temps et les champs quantiques, et vous allez avoir le champ quantique gravitationnel. Alors, avec ceci, vous pouvez... alors, ce qui se passe avec les champs quantiques,
D'abord, qu'est-ce qu'un champ quantique? C'est un champ qui est relativiste, il est défini en chaque point de l'espace-temps. Il est quantique parce que c'est un champ d'opérateurs, d'émission ou d'absorption d'un quantum d'énergie, impulsion, qu'on appelle une particule ou peut-être une antiparticule. Vous avez la dualité onde-corpuscule, des ondes dans l'espace-temps et des particules dans l'espace des états du champ. Et puis le vide quantique, eh bien, c'est l'état fondamental d'énergie minimum, c'est l'état à zéro particule. Mais l'état à zéro particule, ça n'est pas le néant. En effet, d'après les inégalités de Heisenberg, quand le nombre de particules est bien déterminé, par exemple dans le vide, puisqu'il est nul, l'état spatio-temporel du champ est indéterminé. Quand l'état spatio-temporel du champ est bien déterminé, par exemple dans un état cohérent tel qu'il est produit avec ce laser, par exemple, le nombre de particules est indéterminé. Vous voyez, dans un laser, vous avez un flux de photons. Et dans l'espace-temps, le vide quantique est donc assimilable à un milieu complexe, siège de fluctuations du ou des champs quantiques. Et ces fluctuations du ou des champs, ça peut être une sorte de matière, ça peut être une matière monde, comme le disait ou l'éther, comme le disaient Einstein et De Sitter. Et dans le cas où ces fluctuations ne se moyennent pas à zéro, le vide peut être assimilé à un milieu qui possède une certaine dissymétrie dans lequel peut naître le phénomène d'émergence de la masse. Alors voilà le modèle, la cosmogonie qui est en cours de construction, où vous allez voir apparaître à la fois des quantités qui sont liées à la cosmologie, ici, et puis d'autres qui sont liées à la physique des particules. Vous allez avoir la phase d'inflation, une brisure de la symétrie de grande unification, le mécanisme et le boson de Higgs, le confinement des quarks, le découplage des neutrinos, la nucléosynthèse primordiale, etc. Et vous allez pouvoir rassembler tout ceci avec un paramètre temps qui se lie le long de cette ligne. Donc on est en train de bâtir une véritable cosmogonie. Alors, impossible mariage de la relativité et des quantas, je veux conclure là-dessus avec une citation d'Einstein, dans lequel, en plus de la difficulté qu'il avait mentionnée du marbre pur et du bois ordinaire, il a mentionné une autre difficulté qu'il a rencontrée lorsqu'il a fait son fameux article EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, qui est le problème de l'incomplétude. Voilà, ce qu'il explique que le mariage, ça supposerait de marier la relativité générale avec la statistique quantique à laquelle il assimile la physique quantique. Et d'ailleurs, dans sa correspondance qu'il a avec Schrödinger, quelques jours après la publication de cet article, il explique qu'il est radicalement opposé à l'idée d'utiliser de la statistique dans les fondements conceptuels d'une théorie. Parce que la statistique, ça veut dire que c'est incomplet. Alors là, je vais mettre de la statistique dans la relativité générale, ça lui paraît être une difficulté, comme il le dit, qui s'élèverait jusqu'au ciel. Il dit que les difficultés déjà entre relativité restreinte et mécanique quantique, c'est terrifiant. Mais pour relativité générale et mécanique quantique, il dit ça s'élèverait jusqu'au ciel. Eh bien, ce qui se passe, et ça, là, pour ça, alors moi personnellement, je crois qu'en fait, le mariage n'est pas impossible. Et d'ailleurs, je l'ai dit avec mon ami Michel Spiro dans notre livre qui s'appelle, un peu le même titre que la conférence de ce soir, Relativité et quanta, une nouvelle révolution scientifique. Alors, dans ce croquis, on a représenté le palier des connaissances à la fin du XXe siècle. Vous voyez, vous avez trois théories qui donnent le cadre conceptuel de cette cosmogonie. Vous avez la théorie quantique des champs, la relativité générale. La théorie quantique des champs fait intervenir les deux constantes H et C, la relativité générale G et C, et puis les statistiques quantiques. Alors Bose-Einstein, Fermi-Dirac, avec H et K.
Et alors, vous avez à l'interface de la théorie quantique des champs et des statistiques quantiques, vous avez le modèle standard de la physique des particules. À l'interface de la relativité générale et des statistiques quantiques, parce que comme je le disais tout à l'heure, la cosmogonie, c'est une thermodynamique, hein, vous avez le modèle standard de la cosmologie. Alors, vous aviez des problèmes. Le problème du Big Bang, comme on l'a dit. Il y a des problèmes qu'on avait pour le modèle standard. On n'avait pas encore on n'avait pas encore découvert le boson de Higgs. Quant à l'intersection entre relativité générale, c'est le mariage. Et ça, il n'y a que des points d'interrogation. Mais alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, le panorama a un peu changé. Pas énormément, mais un peu. Et voilà ce qu'il devient. J'ai mis en rouge les nouveautés. Il n'y a plus le mot de statistique. Dans le cadre conceptuel, on a une nouvelle thermodynamique qui n'est pas de nature statistique, qu'on appelle la thermodynamique d'intrication. Alors, c'est quoi la thermodynamique d'intrication? Si vous prenez un état pur, quantique, donc il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'incomplétude, il n'y a pas de statistique là-dedans, et qui est un état intriqué. Vous avez deux particules qui ont été mises en contact et qui se séparent après. Cette intrication, si vous vous contentez d'observer une particule, vous êtes obligé d'éliminer par intégration l'autre. Et ceci vous introduit une entropie pour la particule que vous... Mais cette entropie, ce n'est pas une incomplétude. Donc c'est une thermodynamique d'intrication. Alors cette thermodynamique d'intrication, ce qui fait que la statistique ne se retrouve que dans les intersections entre les deux cadres conceptuels, ici et ici. Et d'ailleurs, Einstein dit, tant que la statistique n'est qu'à mettre au compte de l'instrument de mesure, je dis c'est OK. Mais il ne faut pas la mettre au compte du cadre conceptuel. Eh bien, je pense que la nouveauté qui est en train de se passer, c'est qu'on élimine la statistique, le recours à la statistique, dans les parties qui sont phénoménologiques. Et la phénoménologie est nécessaire si on veut faire de la physique et de comparer des expériences ou des observations. Et alors là, on a de la statistique inévitablement. Mais ça n'est pas une statistique classique. La probabilité n'est pas une probabilité classique. En réalité, la probabilité que l'on doit faire en physique quantique, c'est comme si vous aviez en fait deux quanta, le quantum d'action, H, et le quantum d'information, K. Et avec le H et K, vous pouvez faire ce que l'on appelle un qubit. C'est un bit quantique. Un bit quantique qui va vous donner, par exemple, quand vous faites l'expérience des trous de Young, où vous la faites photon par photon, eh bien, avec votre qubit, vous pouvez avoir deux informations. L'information sur l'impact et l'information sur la trajectoire. Est-ce que la particule est passée par un trou ou par l'autre? Et donc, vous pouvez avoir des probabilités qui interfèrent. En fait, c'est des amplitudes de probabilités qui interfèrent. Donc, vous voyez, on commence à avoir un changement. Et alors, ce que je pense que... ce changement, ce que j'appelle le tournant informationnel, c'est très actif en ce moment. Hein. C'est extrêmement actif parce qu'on a des possibilités fantastiques au niveau expérimental. Les expériences qui opposaient Einstein à de Schrödinger, à Bohr, etc., dans le début du XXe siècle, c'était de pures expériences de pensée. Mais maintenant, on sait les faire explicitement. Et avec les atomes ultra-froids, on sait manipuler les atomes d'une façon extrêmement précise. Eh bien, l'idée, c'est que, finalement, voilà ce que l'aphorisme, c'est un aphorisme de von Weizsäcker qui est cité par Anton Zeininger. La nature a précédé l'homme, certes, mais l'homme a précédé les sciences de la nature. Et on ne peut pas oublier que c'est l'homme qui a précédé les sciences de la nature. Et donc, voilà ce qu'il explique tout à fait à la fin de son exposé. L'univers est participatif, au moins en ce sens que l'expérimentateur, en choisissant l'appareil de mesure, définit un ensemble d'observables mutuellement complémentaires dont la propriété possible d'un système peut se manifester comme réalité. Et le hasard des événements individuels provient de la finitude de l'information.
Et la constante cosmologique, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle nous indique que même au niveau de l'univers dans son ensemble, de l'univers observable dans son ensemble, la quantité nécessaire à la compréhension de ce qu'est l'univers, elle est finie. C'est-à-dire qu'on croit que l'univers est intelligible. S'il fallait une quantité infinie d'informations pour le comprendre, ça voudrait dire qu'il est intelligible. Et donc je termine là-dessus. Voilà, vous connaissez ce tableau de Magritte, vous voyez, avec une magnifique pipe, il dit « ceci n'est pas une pipe », eh bien moi je dis « ceci n'est pas un cosmos ». Et voilà, et je termine par encore une citation de Pascal qui est absolument magnifique. « Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point, par la pensée, je le comprends ». Notez les deux sens du mot « comprendre ». Je trouve ça, c'est une des possibilités de la langue française qui est vraiment très importante. Voilà, je vous remercie. On peut dépasser. Hein. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Merci. Maintenant, je vais laisser place aux questions du public. On va essayer d'en trouver assez vite. Vous avez des questions à poser? Oui, descendez un peu. Moi, j'en avais une. Je t'en prie. Pendant que notre auditeur descend. Il y a dans le diagramme qui montre le facteur d'échelle versus Hubble. Voilà, oui, le rayon de Hubble, oui. On voit aujourd'hui, enfin, à 1, c'est nous, c'est aujourd'hui. Oui. Alors, on a vraiment l'impression qu'on vit une période tout à fait particulière dans l'évolution de l'univers, ce qui me gêne un peu quand même. Oui, mais non, c'est dû à cette représentation. Parce que la représentation, elle définit le rayon de l'horizon en fonction du facteur d'échelle. Mais maintenant, aujourd'hui, vous voyez, ce qui est à droite, c'est le futur, oui. Et ce qui est à gauche, c'est le passé. Donc on vit toujours dans un moment particulier, qui est... Non, je comprends, c'est la rupture des oui. Oui. Alors, elle est accentuée parce que l'échelle est très petite, parce que la région de la matière est très petite avec ce choix de... Mais en réalité, sinon, non, ça c'est... Si on prend l'autre avant d'avoir changé, hein, avec, eh bien, vous avez, c'est un point d'inflexion. Oui, on a un point d'inflexion. Par définition, on a un point d'inflexion. Ah, c'était votre question? Ah oui, désolé. Bon, alors, c'était une autre question. Donc, j'y peux rien. Voilà, merci. Excusez-moi. Juste une brève question. Est-ce que ce que vous nous avez exposé aujourd'hui est compatible ou se marie bien avec la théorie de Rovelli sur la gravité à boucle? Ah oui, oui. Je pense qu'elle se marie beaucoup mieux avec la théorie de la gravité à boucle qu'avec la théorie de Cordes. Parce que les théories de Cordes sont parties un peu dans le décor. Mais en réalité, qui est aussi très intéressant, qui rend un peu confiance. Vous savez que les relations entre les théories de Cordes et la gravitation à boucle n'ont pas toujours été très sereines. Hein. C'était très difficile, hein, parce que il y a eu un moment où c'était la mode, les cordes étaient à la mode, et donc on ne pouvait pas trouver un poste de théoricien si on ne faisait pas des cordes. Et donc c'était terrible. Et alors il y a eu des gens qui se sont rebellés contre ça. Il y a eu même un livre qui s'est appelé « Même pas faux ». Not even wrong, donc à propos des cordes. Bon. Mais ce qui est nouveau, c'est que aussi bien la cosmologie inspirée par les cordes, essentiellement Veneziano, que la cosmologie inspirée par le modèle des... semble converger vers l'idée d'une inflation qui a commencé dans un passé très lointain, qui a été un effondrement dans une sorte de trou noir, c'est ce qu'on appelle un trou noir BTZ, et ce trou noir, après, a explosé. Et donc, les deux théories ont tendance à remplacer le Big Bang par ce qu'ils appellent un Big Bounce, un grand rebond. Et par certains côtés, ils ont l'air de commencer à converger. Donc ça peut être un bon signe pour le mariage. Merci. Une autre question? Oui, je retiens votre nouveau graphe ici.
Ah, voilà, oui. Je retiens votre nouveau graphe, là, modifié, avec les points A et B. Oui. Avec un temps que vous donnez vers moins l'infini. Alors, une première remarque, on disait naguère que le temps et l'espace qui étaient corrélés sont créés en même temps. Autrement dit, là, ça fait sortir ça. Mais cette énergie de décohérence que vous avez donnée, elle est avant les photons. Donc, quelle est sa forme? Ça, c'est une partie qui est encore ouverte, qui a besoin d'être précisée, c'est évident, hein, c'est absolument évident. Cela étant, laissez-moi quand même faire une petite remarque, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, mais je vais y revenir. En jouant avec les constantes H, K et C, on peut associer temps et température. La température, c'est l'inverse d'un temps, en fait. Or, ce qui se passe, vous voyez, voilà, le nouveau modèle standard tend à résoudre un gros problème qui est le problème du temps. Le problème du temps, c'est qu'on n'a que des temps locaux. Et comment se fait-il? Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé Einstein. Il disait, voilà, comment se fait-il qu'il y a, par exemple, des oscillations, des fréquences atomiques qui sont toujours les mêmes entre deux atomes, même si ces deux atomes ont eu des histoires très différentes. Il dit on est obligé de supposer que le temps ne dépend pas de l'histoire passée Donc il est obligé de supposer ça. Il dit si je n'avais pas ça, je n'aurais pas la théorie de la relativité générale. Ah, il le dit clairement. Hein. Maintenant, regardez ce qui se passe avec le rayonnement de fond cosmologique. On trouve une température qui est la même dans tout l'univers, à des petites fluctuations près qui sont liées à des variations du champ gravitationnel. On peut très bien le faire. D'accord? De même, par exemple, quand vous mesurez le temps ici, eh bien, il y a une petite fluctuation, mais vous n'avez pas exactement le même temps que moi parce que vous êtes à une plus haute altitude que moi. Mais cela étant, le temps universel, tel que... On peut définir néanmoins un temps universel parce qu'on peut définir une température universelle. Et donc, vous voyez, c'est un acquis, à mon avis, qui est formidable. Le fait de pouvoir associer une température... Alors, d'ailleurs, cette association d'une température avec un temps, ça a été fait par Rovelli et Kohn. Ils ont montré qu'on pouvait définir un temps thermique, qui est un temps, finalement, c'est le temps de la cosmogonie. Vous voyez? Et ça a un sens. Voilà, alors maintenant, sur l'espace, effectivement, alors, ça semble ne pas coller du tout avec la relativité, parce que c'est normal, ce temps cosmologique n'est pas... La carte, c'est pas un cosmos, c'est une carte. Vous voyez, c'est le temps d'une science faite par l'homme. Voilà. Merci, il y a encore deux questions. Oui. Oh. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de réinflation. Oui. C'est quelque chose qui m'a choqué parce que, excusez mon ignorance, mais je ne connaissais pas la réinflation. L'inflation primordiale, autant que je sache, n'a pu être possible que parce que l'univers n'était pas un univers de matière, mais un univers d'énergie. C'est pour ça qu'il s'est développé à une telle vitesse, si je puis dire. Si j'ai des ennuis, vous voudrez bien me corriger. Non, je l'écoute. Donc la réinflation, si elle se produisait, et si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, elle se produirait dans un univers de matière, dont on ignore d'ailleurs, entre parenthèses, 96%, si je ne m'abuse, de sa constitution. Et donc ma question est la suivante, qu'est-ce que la réinflation? Merci en tout cas. Eh bien, écoutez, ce qui se passe, c'est que cette réinflation, elle est liée à l'espace-temps, ce n'est pas à l'énergie qu'elle est reliée. Elle est reliée à l'espace vide de matière. Voilà. Cet espace vide de matière, c'est comme une matière un peu particulière. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Et alors pourquoi on appelle ça réinflation? C'est qu'on retrouve une phase d'inflation après une phase d'expansion. C'est tout. Peut-être le mot n'est pas très judicieux, quoi. Parce que c'est simplement, on a inflation, expansion et à nouveau inflation. Voilà.
C'est tout ce que ça veut dire. Mais, et ça rejoint aussi la première question, c'est que avec le premier diagramme, celui où on porte A de t en fonction de t, il y a un point d'inflexion. Hein, le point d'inflexion avec pente 1, parce que c'est le moment où le rayon de l'univers observable croît à la vitesse de la lumière. C'est tout ce que ça signifie. Alors, après, mais comme c'est une exponentielle, eh bien, la dérivée est c, la dérivée seconde est grande, toutes les dérivées sont grandes. Et c'est pour ça que ça finit par... Ça fait une expansion énorme. Bonsoir, est-ce que vous pouvez revenir sur les deux notions d'éther, à savoir que moi j'en avais entendu parler comme étant un support de propagation de la lumière, inventé par Einstein puis abandonné ensuite. Et là vous avez aussi, alors peut-être que je me trompe déjà pour ça, et vous avez aussi parlé d'une notion d'éther dans la relativité générale qui apparemment est une notion différente que de celle-ci. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir dessus s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris la question. La question c'était de comprendre la différence que tu as utilisé deux fois le terme éther. Une fois qui était lié à l'éther qu'on cherchait, et la deuxième fois en termes de relativité générale. Alors effectivement, là ça nous entraînerait un peu trop loin, mais ce qui se passe, c'est que l'éther de la relativité générale, vous ne pouvez pas vous en passer, alors que dans la relativité restreinte, vous n'avez vraiment pas besoin. Ça, c'est le grand acquis de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, c'est qu'en fait, il a fait la promotion du concept de champ au rang de concept fondamental. Et le champ, ça remplace tout à fait l'éther. Le champ peut se propager et n'a pas besoin d'un milieu pour se propager. Par contre, la matière qui se propage en relativité générale, elle se propage dans un espace-temps vide de particules, vide de matière, mais cet espace-temps vide de matière, ça n'est pas le néant. C'est en soi une sorte de matière qu'il appelle un éther. Voilà la seule différence. Eh bien, merci pour cette très brillante conférence. Complexe, très